Tu sais, en ce qui concerne les missiles, Ali, ce que les États-Unis demandent essentiellement, c'est ceci. Pendant qu'ils t'encerclent, qu'ils t'ont déjà attaqué en juin 2025, qu'Israël continue d'appeler à une guerre totale, et nous avons vu ce qu'Israël a fait dans la région, même en dehors de l'Iran. Pendant que tout cela se produit et que les États-Unis se préparent à la guerre, ils te demandent de renoncer à ton système de dissuasion le plus puissant. Cette manière de traiter avec un prétendu adversaire n'est pas vraiment normale. D'ordinaire, ce que font les États-Unis, c'est trouver un moyen d'attaquer, et d'attaquer aussi fort et aussi longtemps qu'ils le peuvent, puis de voir ce qui se passe. Mais maintenant, on voit les États-Unis essayer vraiment de pousser l'Iran à abandonner ce que je pense être précisément les armes qui les font hésiter à attaquer. Qu'en penses-tu? Donc je crois que... So I think Trump is Trump confond la patience stratégique de l'Iran avec de la faiblesse. C'est là l'essentiel. Et c'est pourquoi il pense que l'absence de réponse adéquate de l'Iran ces dernières années, ou ses problèmes internes, signifie que l'Iran n'a pas la volonté de défendre sa souveraineté. Donc, je pense, laissez-moi simplement donner à M. Trump un résumé d'une minute de ce qu'est l'Iran aujourd'hui. Malgré tous ces problèmes, je suis un critique de nombreux aspects de l'État iranien. Je critique sa complaisance envers ses éléments pro-occidentaux, ou ce que j'appelle la cinquième colonne de Washington au sein de l'État, ainsi que sa complaisance envers l'oligarchie corrompue et d'autres. Mais dans l'ensemble, la structure de l'État iranien est le résultat de l'une des 4 plus grandes révolutions populaires de l'histoire. C'est une révolution organique, authentique, en 1969. Ensuite, c'est le produit d'une guerre de 8 ans. La puissance militaire de l'Iran est le fruit de cette guerre de 8 ans, pendant laquelle tout le monde a laissé l'Iran seul et tout le monde a soutenu Saddam. L'Iran ne pouvait obtenir aucune pièce pour ses avions, ses bateaux, ses chars, rien. Et tout le monde, de l'autre côté, aidait Saddam. La France vendait à Saddam des avions Mirage. L'Union soviétique, qui avait traditionnellement été un allié, lui fournissait beaucoup d'équipements. L'Amérique, vers la fin de la guerre, a commencé à aider massivement Saddam. Si l'on regarde la politique étrangère, c'est l'Amérique qui fournissait à Saddam des images satellites montrant comment attaquer l'Iran avec des armes chimiques. Ainsi, les mêmes États-Unis qui ont ensuite envahi l'Irak sous prétexte d'armes de destruction massive aidaient Saddam à attaquer chimiquement l'Iran en 1986 et 1987. Allez consulter Foreign Policy. Cherchez simplement Foreign Policy, Saddam, United States, Chemical Weapons sur Google et vous trouverez cette information choquante provenant de l'un des journaux américains les plus crédibles. Tout le monde aidait donc. La Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, qui avait reçu de l'argent de l'Iran à l'époque pré-révolutionnaire du Shah pour 700 chars Chieftain, n'a pas livré les chars à l'Iran et les a vendus à Saddam à la place. Et toutes ces monarchies arabes du Golfe Persique remplissaient les poches de Saddam d'argent, environ 150 milliards de dollars, selon la valeur du dollar de l'époque, donnés à Saddam pour acheter des armes et tuer des Iraniens. C'est donc pendant ces 8 années de solitude, ces 8 années d'isolement politique, que les Iraniens ont appris à se battre de manière autonome, de façon économique, et à fabriquer des armes artisanales. Si l'on regarde les missiles iraniens ou les drones iraniens, pourquoi ces drones sont-ils si particuliers? Ce n'est pas parce que l'Iran dispose de dispositifs électroniques ultra sophistiqués utilisant l'intelligence artificielle. Non, c'est parce qu'ils sont nettement moins chers que ceux de leurs concurrents. L'Iran a toujours souffert d'isolement économique, d'encerclement, de blocus et de sanctions. Il a donc dû apprendre à construire des armes avec le budget le plus réduit possible,
tout en les rendant aussi efficaces que possible, avec un niveau technologique minimal. Si l'on observe les missiles iraniens, qui constituent le pilier de la stratégie de défense du pays, on comprend pourquoi l'Iran dispose d'un stock de missiles aussi important. Tu sais ça, Danny? La raison, c'est que l'Iran ne possède pas un seul avion moderne dans son armée de l'air. Récemment, on dit, je ne l'ai pas vu moi-même, ce n'est peut-être qu'une rumeur, que la Russie aurait enfin livré les Sukhoi 35 que l'Iran avait achetés il y a de nombreuses années. Mais on n'en est pas encore sûr. Pendant des années, personne n'a vendu un seul avion à l'Iran. L'Iran utilise encore les F-4 de 1971 et n'a même pas accès aux pièces détachées pour les F-4 ou les F-14 auprès des entreprises. Ils doivent passer par le marché noir ou les fabriquer eux-mêmes. Alors, pour compenser l'absence d'une force aérienne, ils se sont tournés vers les missiles. Et ils ont ensuite maîtrisé la technologie des missiles. Ils l'ont rendue si précise qu'ils en ont fait une arme tactique. Aujourd'hui, l'Iran peut décider de frapper une cible dans une zone de 5 mètres sur 5. Il existe, bien sûr, une justification religieuse également, car l'ayatollah Khamenei a déclaré de manière célèbre qu'il fallait éviter de tuer des civils. Il faut donc être précis, ne viser que des cibles militaires. Il faut être très, très précis. C'est pourquoi l'Iran a développé des missiles longue portée très précis, afin de compenser l'absence de F-35, de F-22, de Su-35 ou d'autres appareils de ce type. En un sens, l'Amérique a étranglé l'Iran depuis 47 ou 48 ans, comme moyen de punir les Iraniens pour avoir voulu être indépendants. Le message de l'Amérique était très simple. Vous êtes des citoyens de seconde ou de troisième zone. Vous ne méritez pas l'indépendance. C'est moi qui ai détruit votre seul gouvernement laïque, libéral, démocratique et nationaliste de Mohammad Mossadegh en 1953. Je l'ai renversé par un coup d'État de la CIA, ce qui est documenté. Et Madeleine Albright s'en est officiellement excusée. Ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas ma propagande, ni mon invention. Ensuite, ils ont imposé 25 ans de régime Pahlavi, avec la SAVAK comme service de renseignement le plus brutal de l'époque. Mon père lui-même a passé 2 ans dans la prison du Shah lorsqu'il était étudiant à l'université de Téhéran, simplement pour avoir exprimé ici et là son désaccord avec ses politiques. On lui a arraché les ongles, on lui a brûlé le dos. Et tout cela était soutenu et encouragé par la CIA et l'Amérique. Alors quand les Iraniens ont voulu être indépendants, l'Amérique est venue et a dit « Je vais t'étrangler, je vais te punir, je vais t'enlever ton accès à la technologie. Tes enfants ne pourront pas venir étudier ici, tu ne pourras rien acheter de technologique. » Vous ne pouvez pas vendre vos produits sur le marché mondial. Vous ne pouvez pas faire partie de l'OMC. Vous ne pouvez même pas envoyer votre argent à l'étranger ni participer au système bancaire mondial. Je vais vous étrangler. Et je dis cela, bien sûr, cela a fait énormément souffrir les Iraniens, mais cela a aussi eu ses propres effets de retour. C'est pourquoi l'Iran peut fabriquer des armes par lui-même et personne ne peut les lui retirer. C'est pourquoi, monsieur, Trump devrait savoir que l'Iran n'est pas Saddam. L'Iran n'est pas l'Irak de Saddam. L'Iran n'est pas la Syrie d'Assad. L'Iran n'est pas la Libye de Kadhafi. L'Iran est un pays qui a inventé, fabriqué et créé ses propres mécanismes de défense et personne ne peut les lui enlever. Même si vous assassinez chaque scientifique ou commandant du pays. Ces éléments font partie de l'ADN de l'Iran et il faut composer avec un CGRI fort de 340 000 hommes. Même si, comme je l'ai dit, vous éliminez les 1000 plus hauts responsables, il en restera encore 339 000 qui viendront reprendre le golfe Persique à la marine américaine. Et un dernier point. Il y a énormément d'actifs américains et européens, ainsi qu'une grande partie de leur capital, liés aux monarchies du golfe Persique, à Dubaï, Abu Dhabi, Doha, et tous sont très largement à portée de l'Iran.
Demain matin, l'Iran pourrait frapper Dubaï, où vivent de nombreux Européens et Américains. Et comme vous le savez, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui un peu comme un second Tel Aviv, mais aussi presque comme l'un des États américains. Ils peuvent, genre, les ramener à l'âge de pierre, très facilement, simplement en attaquant un des purificateurs d'eau des Émirats arabes unis. Ensuite, ils n'auraient plus accès à l'eau. Ce sont des endroits très vulnérables, artificiels. Ce ne sont pas de vrais pays. Les Émirats arabes unis, il suffit de regarder une carte ou des photos de 1968, on n'y voit rien. On voit un chameau et peut-être un camp au milieu du désert. Ce sont des bases américaines et britanniques qui paraissent simplement très glorieuses en ce moment, avec le Burj Khalifa, tous les gratte-ciel et beaucoup d'argent versé à des influenceurs pour donner l'impression qu'ils sont le phare de la civilisation. Mais en réalité, ils ne sont rien. Ils ne possèdent aucun pouvoir essentiel qui leur soit propre. Donc l'Iran peut tout les faire disparaître. En un sens, ce n'est pas de notre faute si l'Amérique a construit tant de ses bases militaires et de ses centres économiques de pouvoir autour de nous. Nous sommes ici depuis 3000 ans. L'Amérique, elle, n'est arrivée qu'au cours des 40 dernières années, profitant de la fin de la guerre froide et de l'absence de l'Union soviétique pour remplir cette région de base militaire après base militaire. Et je pense qu'elle s'est rendue trop vulnérable à la portée de l'Iran. C'est ce que Trump devrait comprendre en ce moment. Les initiatives de Trump concernant l'Iran inquiètent les alliés arabes. Les responsables s'efforcent d'apaiser les tensions, mais ne sont pas certains que le président les écoute. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Selon 3 personnes, au fait des échanges entre l'administration et ses alliés du Golfe, la Maison-Blanche donne peu de garanties quant au fait de suivre les conseils de ceux qui tentent d'éviter une attaque. Ces 3 personnes estiment que la rhétorique publique dure de Trump, ainsi que le redéploiement continu de ressources militaires dans le Golfe, l'enferme à tel point qu'une forme de frappe pourrait devenir inévitable. Et c'est un thème majeur, Ali. Malgré les nombreuses ouvertures de l'administration Trump, l'image qu'elle renvoie est, bien sûr, celle d'un soutien total à Israël, avec tout l'argent des donateurs. Mais sa relation avec Netanyahou n'est pas au mieux. Et on est censé croire qu'il y a une certaine tension là-dedans. Ensuite, il a fait toute cette grande tournée en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, avec ses célébrations somptueuses, des centaines de millions, des milliards de dollars de contrats. Et tout cela, c'était, tu sais, nous avançons vers la normalisation. Et l'administration Trump se présente comme artisan de la paix, grand ami de tous ces pays. Et maintenant, il les met dans cette position, Ali. Oui. Sans parler du fait qu'Israël a déjà montré que son amitié avec les États-Unis ne vaut pas grand-chose, puisqu'il peut simplement tirer des missiles depuis ses avions de chasse sur un endroit comme le Qatar, sans qu'il y ait de réaction américaine. Qu'en penses-tu? On a l'impression que Donald Trump sacrifie ses soi-disant alliés, vassaux, ou peu importe comment on veut les appeler. Oui, et je pense encore une fois que c'est une erreur d'appréciation à l'heure actuelle. Lorsque Doha a été attaqué par Israël, le président iranien s'est rendu à Doha, a offert son aide et a proposé une alliance régionale, un partenariat de sécurité régional. L'Iran dit à tous ces pays arabes, « Je n'ai aucun différend avec vous, je ne suis pas contre vous, je ne veux pas vous attaquer. » Et en réalité, l'Iran n'a attaqué aucun pays depuis, 1780 ou 1770. Donc, depuis 250 ans, l'État iranien n'a peut-être pas une image très reluisante auprès de son propre peuple, mais tout de même. L'ancien État Pahlavi, comme je l'ai dit, je ne l'aimais pas, et ma famille non plus, car nous venons d'un milieu socialiste.
because they come from socialist background. But even Pahlavi didn't attack a single country. Mais même les Pahlavis n'ont attaqué aucun pays. Les Qajars non plus n'ont attaqué aucun pays. Donc depuis 1770, lorsque Nader Shah est allé en Inde, depuis cette époque, l'Iran n'a fait que se défendre. On pourrait dire que c'est un signe de faiblesse, mais c'est devenu une partie du caractère iranien. C'est la même chose avec la Chine. La Chine ne va pas envahir des pays. Ce n'est pas comme la puissance européenne ou américaine. C'est un caractère différent. Donc cela fait partie du caractère iranien. L'Iran n'a pas commencé la guerre avec l'Irak, c'est l'Irak qui l'a fait. Et tous ces pays arabes ont aidé l'Irak. Pourtant, l'Iran ne s'est jamais vengé. Le Qatar a aidé tous ces insurgés en Syrie à tuer à la fois l'armée syrienne et l'armée iranienne qui se trouvaient là à l'invitation du gouvernement syrien officiel. Mais ensuite, l'Iran n'a pas considéré cela comme une sorte de guerre continue avec le Qatar. 1 an ou 2 plus tard, lorsque le Qatar a été encerclé par l'Arabie saoudite, c'est l'Iran qui l'a sauvé, en envoyant navire après navire de nourriture et en empêchant l'Arabie saoudite de les pousser à un moment de désespoir. Ainsi, comme l'Arabie saoudite, l'Iran est entré dans une sorte de guerre par procuration avec eux. Mais dès que l'Arabie saoudite s'est retirée et a cessé de soutenir les insurrections ou de tenter de provoquer une guerre civile à l'intérieur de l'Iran, l'Iran a permis à la Chine de favoriser une détente avec l'Arabie saoudite. Et ils se sont assis pour entamer un processus de paix. En un sens, l'Iran a toujours dit à ces pays, « Nous n'avons aucun problème avec vous. » Nos problèmes se résument à 2 choses. Premièrement, la présence de troupes américaines dans cette région, que nous considérons comme une forme de menace existentielle. Et je crois que ce moment montre qu'ils n'avaient pas tort. Vous savez, comme le dit avec humour Woody Allen, « Je suis peut-être paranoïaque, mais cela ne veut pas dire que personne ne me suit pas. » Ainsi, l'Iran a toujours affirmé que l'Amérique voulait nous détruire, voulait un changement de régime, voulait attaquer l'Iran. Et la faction plus réformiste, plus pro-occidentale en Iran, a toujours répondu « Oh, vous êtes paranoïaque. Vous utilisez ce discours paranoïaque pour réprimer les jeunes, pour étouffer les mouvements libéraux et civiques. » Et c'est ce que l'on peut constater. Ce n'est pas de la paranoïa. Les États-Unis allouent chaque année 50 millions, 100 millions, 200 millions pour un changement de régime en Iran. Et maintenant, Trump a officiellement déployé une flotte navale à cette fin. Donc, à ce moment précis, je pense que puisque c'est une menace existentielle pour l'Iran, celui-ci se comportera différemment envers tous ces pays arabes. Ce n'est pas le choix de l'Iran, c'est celui de l'Amérique. Et ces pays ont suffisamment d'influence sur Donald Trump pour l'empêcher d'agir ainsi. Comme je l'ai dit, l'Arabie saoudite se souvient bien de ce qui s'est passé le 27 septembre 2019, lorsqu'une flotte de drones fabriquée à très bas coût est apparue de nulle part. Dieu seul sait d'où. Venait-il du Yémen? Nous ne le savons pas. Venait-il du sud de l'Irak? Nous ne le savons pas. Mais ils ont détruit Aramco, la plus importante installation d'extraction, de raffinage et d'actifs pétroliers pour les États-Unis et l'Arabie saoudite. Cela a vraiment porté un coup à la production saoudienne. Et ils ont compris que ce n'était pas leur guerre. C'est pourquoi Ben Salman a changé. Ben Salman, d'un jeune va-t-en-guerre très immature, s'est soudainement transformé en développeur, cherchant à faire progresser son pays avec ce plan délirant de construire la première ville au mur de miroir dans le désert, Neom. En un sens, cela l'a transformé. Il a tiré sa leçon. Je pense que les Émirats arabes unis n'ont pas encore tiré cette leçon, car je crois que l'Iran a contenu Ansarullah. Le Yémen a beaucoup souffert des attaques des Émirats arabes unis. Les Émirats, comme vous le savez, sont une force très brutale. Leur main a été impliquée dans ces massacres au Soudan qui ont soutenu les forces les plus laides là-bas.
Et pourtant, l'Iran a toujours retenu Ansarullah de frapper Abu Dhabi et Dubaï. Mais cette fois, la situation pourrait être différente, car l'Iran sait que toute cette chaîne d'attaque, cette sorte de ligne de production de guerre hybride, a commencé à Dubaï au début du mois de janvier, lorsque les dollars iraniens ont été bloqués et que le pays n'a pas pu accéder à ses réserves en dollars. Cela a provoqué la crise économique à Téhéran. Cela a poussé les gens dans la rue, et ces manifestations ont ensuite été lentement infiltrées. Les 8 et 9 janvier, cela s'est transformé en une sorte de guerre urbaine, avec des forces entraînées arrivant, décapitant des policiers, décapitant des civils, incendiant des commissariats et tentant d'entrer dans des postes de police et des casernes militaires pour confisquer des armes. L'Iran sait donc que tout cela vient de Dubaï. Cette fois, Dubaï pourrait en prendre un peu pour son grade. L'Iran ne le souhaite pas. Mais, comme je l'ai dit, si l'on regarde la carte du monde, l'Iran a la même apparence que l'Italie, qui ressemble à une botte. L'Iran ressemble à un chat. L'autre nom de l'Iran parmi les Iraniens est le chat persan. Et je pense que, comme on le sait, si l'on accule un chat, il devient sauvage. C'est simple. Trump accule l'Iran. Vous allez donc voir un comportement que vous n'avez pas vu de l'Iran depuis 47 ans. On se plaint toujours du comportement de l'Iran en Irak depuis 2003, du fait que l'Iran fournisse des bombes artisanales, entre autres. Mais rien de tout cela ne se compare à ce que vous verrez maintenant. Pour la première fois, il existe une menace existentielle, et cela va transformer le comportement de l'Iran. Cela transformera aussi le comportement des alliés de l'Iran, Ansarullah, le Hezbollah et les autres. Et je pense qu'à l'intérieur même de l'Iran, les actions de Trump les 8 et 9 janvier ont eu un effet de retour et ont en réalité aidé l'Iran à se préparer à un type de guerre très différent, une guerre totale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Beaucoup des décisions de l'ayatollah Khamenei et d'autres responsables iraniens en matière de sécurité nationale et d'autres domaines cherchent toujours à prendre en compte la réaction du peuple iranien, de la société iranienne, qui est très complexe et très pluraliste. Environ 50% de la population n'apprécie pas beaucoup l'État, car elle le tient pour responsable des difficultés économiques, lesquelles, selon moi, résultent principalement des sanctions. Ainsi, ils essayent d'emmener la nation avec eux. Ils ne veulent pas aliéner le peuple, ni faire quelque chose d'imprudent qui provoquerait des troubles à l'intérieur du pays. C'est la même chose avec Sayed Hassan Nasrallah. Sayed Hassan Nasrallah est entré en guerre contre Israël le 8 octobre 2023. Cependant, il n'a pas engagé une guerre totale. Il a mené une guerre d'usure. Pourquoi? Il craignait que la société libanaise ne le soutienne pas dans son ensemble, car la société libanaise est un véritable mosaïque. La société iranienne n'est pas aussi fragmentée selon des lignes ethniques, mais sur le plan social, on y trouve des éléments beaucoup plus laïques, des éléments religieux, des réformistes favorables à la négociation et d'autres qui ne veulent pas de l'État du tout. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé les 8 et 9 janvier, la société est désormais tellement polarisée que son apport et son opinion n'ont plus d'importance. Ainsi, Trump et Netanyahou, en amenant la guerre hybride dans les rues d'Iran, ont créé un immense fossé pour l'État iranien. Ils adoptent uniquement une approche militaire et sécuritaire pour gérer la société. Ils ne cherchent pas de solution sociale, ni de moyens de rendre nos décisions plus populaires. Non, ils savent qu'environ 30% des gens nous considèrent comme des meurtriers. Ils pensent que nous avons tué toutes ces personnes. Ils écoutent la propagande américaine. Ils croient que nous avons tué 60 000 personnes, 30 000 personnes, peu importe le chiffre que vous avancez. Donc, nous ne pouvons plus les rallier. Alors, prenons des décisions purement militaristes.
Et je pense que, sans le vouloir, Trump a libéré les décideurs iraniens d'un processus décisionnel plus complexe et leur a permis d'examiner la situation uniquement à travers un prisme militaire et rien d'autre. Ouais, bien, ça semble être... est-ce que ça a du sens? Ouais. Non, la réalité semble confirmer ce que tu dis, Ali. Ça, c'est sûr.